Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo où nous allons voir ensemble la fin du chapitre sur les réactions de combustion. Alors si tu te souviens bien de la séquence précédente, nous avions dit que les molécules organiques, celles issues des hydrocarbures ou de milieux naturels, sont principalement utilisées pour leur pouvoir calorifique, c'est-à-dire leur capacité à libérer de la chaleur lors d'une réaction de combustion. Aujourd'hui, on va se demander d'où est-ce qu'elle vient cette énergie libérée lors d'une réaction de combustion. Alors, je vais m'appuyer sur l'exemple du propane, mais ce serait vrai pour n'importe quel autre alcane ou alcool. Donc, le propane, C3H8, c'est un alcane qui donne une combustion complète avec le dioxygène, et donc combustion complète veut dire production de CO2 et d'eau uniquement. Donc là, j'ai ajusté mon équation afin de bien respecter la conservation des éléments, et donc la stoichiométrie que j'obtiens est la suivante. 1 mol de propane gazeux brûle dans 5 mols de dioxygène gazeux pour donner 3 mols de dioxyde de carbone gazeux et 4 mols d'eau gazeuse. Donc, cette réaction, on a dit qu'elle libère de la chaleur, on dit qu'elle est exothermique. Juste une petite remarque d'un point de vue comptable pour l'énergie. Si je me place du point de vue des réactifs, les réactifs, c'est eux qui vont libérer de l'énergie. Donc l'énergie, de leur point de vue, je vais la compter négativement. C'est une convention. Quand le système perd de l'énergie, on la compte négativement. Quand le système gagne de l'énergie, on la compte positivement. Donc tout ça n'est qu'une histoire de point de vue. Parce que si je me place du point de vue du milieu extérieur, c'est lui qui va recevoir l'énergie. Donc cette énergie, pour le milieu extérieur, je la compterai positivement. Cette histoire de signe, ça sert juste à savoir si le système perd ou gagne de l'énergie dans la transformation étudiée. Alors la question, c'est d'où est-ce qu'elle vient cette énergie libérée? Pour trouver la réponse, il faut se placer au niveau moléculaire, comme très souvent. Regardons la molécule de propane, voilà, la molécule de dioxygène, voilà, la molécule d'eau et la molécule de dioxyde de carbone. On voit très rapidement que ce qui est modifié au niveau moléculaire lors de cette réaction, c'est la nature des liaisons. Effectivement, si on regarde au niveau des réactifs du propane, j'ai 2 liaisons simples carbone-carbone. Au niveau toujours du propane, j'ai 8 liaisons carbone-hydrogène. Au niveau du dioxygène, dans chaque molécule d'oxygène, j'ai une double liaison oxygène-oxygène. Donc ici, puisque j'ai 5 molécules qui sont mises en jeu, du coup, ça va me faire 5 doubles liaisons oxygène-oxygène. Et au niveau des réactifs, pour le dioxyde de carbone, dans chaque molécule de dioxyde de carbone, j'ai 2 doubles liaisons carbone-oxygène. Et puisque j'ai 3 molécules de dioxyde de carbone qui sont formées, donc ça va me faire 6 liaisons carbone-oxygène formées, et pour les molécules d'eau, je vais avoir 8 liaisons simples oxygène-hydrogène formées. Donc là, c'est si je parle en termes de molécules, mais bien évidemment, on sait qu'à notre échelle, c'est des masses, enfin des nombres très très importants de molécules qui vont être mises en jeu, donc on les comptabilise plutôt sous forme de paquets qu'on appelle des moles. Donc, les proportions qui sont mises en œuvre dans la réaction, c'est que je vais avoir 2 moles, c'est-à-dire 2 fois 6 0 de 10 puissance 23 liaisons carbone-carbone qui vont disparaître. 8 moles, c'est-à-dire 8 fois 6 0 de 10 puissance 23 liaisons simples carbone-hydrogène qui vont disparaître, etc., etc. Et 6 moles de double liaison carbone-oxygène qui vont apparaître. Voilà. Donc je peux très bien compter en termes de molécules, ou plutôt de moles de molécules, ce qui est plus parlant à l'échelle macroscopique. Alors, l'énergie libérée, elle provient donc de ce changement de liaison au niveau des atomes. Les atomes sont liés ensemble par des liaisons covalentes, qui sont caractérisées par une certaine énergie, parce que ces liaisons-là, si on veut les briser, parce qu'en fait c'est une force, c'est la nature de cette liaison, c'est des forces électrostatiques. Pour briser ces forces électrostatiques, il va falloir apporter de l'énergie. Donc on dit que les liaisons ont une certaine énergie, parce que pour les briser, il faut apporter de l'énergie. Et donc ce qui va nous permettre, lors d'une réaction de combustion, d'obtenir de l'énergie, c'est le fait que les énergies de liaison des produits et des réactifs vont être différentes. On va étudier ça maintenant dans le détail. J'ai repris mon tableau ici. Et on va regarder ce petit diagramme qui est très intéressant. On part des réactifs ici, propane et dioxygène, et les produits sont, eux, ici, dioxyde de carbone et eau. Donc mécaniquement, qu'est-ce qui va se passer? Dans un premier temps, il va falloir briser les liaisons des réactifs, et une fois qu'ils ont été brisés, des liaisons nouvelles vont se former pour conduire au produit. D'un point de vue énergétique maintenant, pour briser les liaisons, on l'a dit, il faut apporter de l'énergie. Et inversement, quand les liaisons se forment, elles vont
le système là va libérer de l'énergie. Donc pour briser les liaisons du système, le système va gagner de l'énergie, on va lui donner de l'énergie, et quand le système va former de nouvelles liaisons, pour le coup, il va perdre de l'énergie qu'il va transférer à l'extérieur. Et vous l'avez compris, lors d'une réaction de combustion, le bilan va être positif pour l'extérieur et négatif pour le système. C'est-à-dire que le système va donner plus d'énergie lors de la formation des nouvelles liaisons que d'énergie qu'il aura reçue lorsqu'on aura brisé les liaisons des réactifs. Alors, ces histoires d'énergie apportée ou perdue par le système lors de la formation ou lors de la rupture de liaison, ça peut paraître peut-être un petit peu difficile à comprendre. Alors, on peut peut-être faire une analogie. Alors, bien évidemment, hein, je ne l'ai pas dit, mais pour briser les liaisons des réactifs, on va apporter l'énergie. Ben, par exemple, ça va être l'allumette là, qui va vous permettre de démarrer la combustion. Donc, l'énergie de l'allumette va permettre de briser les liaisons des réactifs au départ. Et donc je disais, on peut faire une petite analogie avec ce qui se passe au niveau moléculaire. Quand je parle de l'eau solide à l'eau liquide, pour passer de l'eau solide à l'eau liquide, de la glace à l'eau liquide, il faut que j'apporte de la chaleur pour faire fondre mon glaçon. Cette chaleur va permettre de briser les liaisons entre les molécules d'eau, et donc les molécules d'eau vont passer à l'état liquide, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir se déplacer les unes par rapport aux autres. Inversement, lors de la solidification, donc changement d'état inverse, l'eau liquide va perdre de l'énergie, va perdre de la chaleur qu'elle va transférer à l'extérieur, et en perdant de la chaleur, donc elle va se refroidir et repasser à l'état solide, donc en reformant des liaisons. Donc on le voit au niveau moléculaire, tout comme au niveau des liaisons entre atomes, quand des liaisons se brisent, eh ben, il faut qu'on apporte de l'énergie, il faut que le milieu extérieur apporte de l'énergie pour briser les liaisons. Par contre, quand les liaisons se forment, c'est le système qui va donner de l'énergie vers le milieu extérieur. Alors, on va faire maintenant, du coup, le bilan comptable des énergies qui vont être données par le système vers l'extérieur et de l'énergie que le système va donner, que le système va recevoir de l'extérieur pour briser ces liaisons. Alors ici, vous avez donc un petit tableau qui résume les énergies de liaison, c'est-à-dire l'énergie qu'il faut apporter pour briser une mole de liaison. Donc par exemple, pour briser une mole, c'est-à-dire 6,02 10 puissance 23 liaison carbone-hydrogène, il faut apporter 413 kJ. Alors on va regarder ici. Alors ça c'est quand on se place à l'état gazeux. Hein. Les énergies de liaison, on les considère toujours quand on prend les espèces à l'état gazeux, et de toute façon c'est bien le cas ici dans mon exemple du propane. Donc regardons ensemble ici le bilan. Alors, on va d'abord s'intéresser à l'énergie que les réactifs vont donner au milieu extérieur lorsqu'ils vont former les nouvelles liaisons, celles des produits. Donc, on a dit hein, que pour former des produits, il va donc falloir former 6 doubles liaisons, ou 6 moles plutôt, de double liaison carbone-oxygène, et 8 moles de liaison simple oxygène-hydrogène. Donc d'après mon tableau, en reprenant les chiffres qui sont là, je trouve que lorsque les nouvelles liaisons vont se former, mon système, mes réactifs, vont libérer vers l'extérieur 8489 kJ. Maintenant, je vais regarder l'énergie qu'il faut que j'apporte à mes réactifs pour briser leur liaison au départ, donc cette énergie ici, qu'on appelle énergie de dissociation. Il va falloir que je brise 2 moles de liaison simple carbone-carbone, 8 moles de liaison simple carbone-hydrogène et 5 moles de double liaison oxygène-oxygène. Donc il va falloir que j'apporte 6480 kJ. Et on le voit bien, je vais devoir apporter moins d'énergie au final que le système va me redonner. Voilà. Donc si je me place du point de vue du milieu extérieur, voilà l'énergie que je vais récolter. Je vais faire la différence entre les deux, 8489 moins 6480. Et donc le milieu extérieur va récupérer 2009 kJ. Voilà. Donc ça, c'est quand je brûle une mole de propane. Bien évidemment, si je brûle 2 moles de propane, ou 3 moles de propane, ou 4 moles de propane, ou n moles de propane, il faudra que je multiplie cette énergie par le nombre de moles que je vais brûler. Voilà. Alors attention au niveau du signe de l'énergie, là j'ai une énergie qui est positive parce que je me suis placé du point de vue du milieu extérieur. Si je me place du point de vue de mes réactifs, de mon système, c'est de l'énergie que je dois compter négativement. Mon système perd 2009 kJ, c'est-à-dire moins 2009 kJ. Donc là je l'ai compté positivement parce que je me suis placé du point de vue du milieu extérieur. Voilà. Et donc, on vient de voir ensemble d'où vient l'énergie libérée lors de la combustion, ou même de façon générale lors d'une transformation chimique qui va être exothermique. Et on a vu aussi donc comment la prévoir théoriquement, cette énergie.
Je voudrais terminer le chapitre sur les combustions en disant un mot sur les enjeux environnementaux qui sont liés à ce type de réaction-là. Alors le premier enjeu, il est plutôt de type économique. Il est lié au fait que la plupart des molécules organiques que l'on utilise actuellement en tant que combustible proviennent des hydrocarbures qui se trouvent dans le sol et que cette source-là d'énergie, elle est non renouvelable. C'est-à-dire que la vitesse à laquelle on consomme les réserves d'hydrocarbures est beaucoup plus élevée que la vitesse à laquelle ces hydrocarbures se mettent pour se former. Le deuxième enjeu, il est clairement environnemental. Il est lié à l'effet de serre qui est induit par la libération d'une grande quantité de CO2 dans l'atmosphère. On l'a vu, hein, les réactions de combustion libèrent toutes du CO2. C'est au CO2 qui était à la base quelque part stocké au sein des hydrocarbures, donc il est libéré dans l'atmosphère et il a pour effet d'augmenter ce fameux effet de serre, c'est-à-dire que le rayonnement du soleil normalement qui se réfléchit en partie sur Terre et dans l'atmosphère. Et donc la partie qui se réfléchit sur Terre, normalement, doit repartir vers l'espace, mais elle est piégée par des gaz à effet de serre. Alors les gaz à effet de serre, il n'y a pas que le CO2, hein, il y a la vapeur d'eau qui a un fort effet de serre, le méthane, et il y a le CO2. Alors pour la vapeur d'eau qui a un fort effet de serre, c'est pas très grave, parce que la vapeur d'eau, elle est en équilibre avec l'eau des océans. C'est-à-dire que grâce aux océans, la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère, elle est constante, parce que s'il y a trop de vapeur d'eau, elle va finir par se condenser au niveau des océans. Par contre, le CO2 qui est libéré par les réactions de combustion des hydrocarbures, lui, il vient s'accumuler en excès dans l'atmosphère et il n'est pas équilibré par une autre source. Donc voilà, il reste stocké dans l'atmosphère. Et donc, il va avoir pour effet de piéger une partie du rayonnement solaire qui, au lieu de repartir vers l'espace, va revenir vers le sol. Donc l'enjeu de ce siècle-ci va être double, ça va être de trouver des sources d'énergie renouvelables, par exemple c'est le cas du bioéthanol, il y en a d'autres, et aussi de pouvoir trouver des sources d'énergie qui ne libèrent pas de CO2 vers l'atmosphère, ou alors de réussir à piéger ce CO2 et à le valoriser. C'est ce qui est fait parfois. On capte le CO2 de l'atmosphère et on l'utilise pour, par exemple, faire des réactions chimiques. Voilà pour cette petite vidéo. À bientôt.